Bon, moi j'ai participé à ce voyage en tant que représentant un petit peu du piment d'Espelette, et puis en même temps je suis chauffeur de car, donc double casquette. j'ai conduit un petit car, puis j'étais avec la délégation du Pays Basque à Turin. Et cuisinier, 3 casquettes. Ouais, je suis cuisinier aussi. Ouais, 3 casquettes. Et je joue de la musique. Et alors, je ne savais pas trop ce que c'était slow food. Et puis bon, d'abord, il y a eu la première journée où il y a eu le discours du maire de Turin. Et j'ai été surtout frappé, mais je ne me rappelle plus du nom de l'Indienne, qui a fait son intervention. Et c'était super intéressant. Vandana Shiva. Oui, Vandana Shiva. C'est une présidente d'une ONG indienne. Donc, qui est biologiste elle-même. Qui nous expliquait tous les problèmes qu'il y avait en Inde, entre autres, tout ça. Et donc c'était très intéressant, son intervention. D'ailleurs, elle a été très applaudie. Mais moi, bon, en ce qui me concerne par rapport, je ne vais pas vous faire un exposé sur le piment d'Espelette, vous le connaissez tous aujourd'hui. Mais je veux quand même en faire une petite parallèle parce que je trouve ce que moi j'ai découvert là-bas. Puis par rapport au piment d'Espelette, moi je suis originaire de la Rossore. J'ai connu le piment de tout petit. Chez moi, il y avait toujours du piment dans le jardin. Mes parents, on utilisait le piment d'Espelette, c'était parce que d'abord, on l'utilisait à la place du poivre, mais c'était une question d'argent simplement aussi, parce qu'on n'avait pas les moyens, mes parents n'avaient pas les moyens d'aller acheter du poivre tout simplement. Donc on faisait du piment dans le jardin et on le faisait ensuite, bon, c'était une production juste pour la maison, et on le faisait sécher, puis on allait le moudre à cette époque-ci souvent, avant qu'on tue le cochon, parce qu'ensuite on s'en servait pour les jambons entre autres, et on s'en servait surtout comme épice dans la cuisine basque. Moi j'ai toujours connu ça. Et après, bon, ce produit a failli disparaître, et puis il a été sauvé il y a quelques années, surtout grâce à une ingénieure agronome, comment elle s'appelait, Richer, non, qui a travaillé quand même pas mal à mettre ça en place, et qui a fait un sacré boulot pour obtenir une AOC du piment d'Espelette. Et donc voilà, c'est un produit qui avait presque pratiquement disparu, et puis qui a été remis au goût du jour, et puis à l'heure actuelle, bon, tout le monde le connaît. Alors je fais une petite parallèle par rapport à ce que j'ai vu là-bas, parce que j'étais très étonné. Moi je suis arrivé dans une salle à un moment donné où il y avait tout plein de produits différents du monde entier. Alors là il y avait tout plein de producteurs, des transformateurs, des producteurs, il y avait, et avec des produits qui étaient issus du monde végétal, du monde de la mer, du monde animal. J'ai découvert des produits, bon, pour vous dire, je ne connaissais pas, que des produits que je ne connaissais pas, par exemple la lentille blonde de Saint-Flour dans le Cantal, qui a été sauvé il y a quelques années, qui est super, un super produit, mais je ne savais pas, même pas que ça existait. Et bon, après j'ai un producteur de fromage de brebis de Roumanie, alors il mettait ça dans une écorce de boulot, il avait mis ça dans une écorce de boulot, on a goûté ça, c'était bon aussi. Puis après, bon, il y avait des producteurs de cacao, d'Équateur. Après, il y avait des transformateurs de poissons, des petits transformateurs, c'était des petits ateliers en Argentine. Donc, c'était complètement diversifié. C'était des gens ils appellent ça des sentinelles, c'est ce que vous appelez, je crois, des sentinelles. Quelqu'un expliquera plus longuement peut-être ce que sont les sentinelles. Et ce sont des produits bien souvent qui sont en voie de disparition dans beaucoup de pays du monde et qui ont pu être sauvés. Et puis moi je les ai retrouvés, j'ai découvert tout ça sur place là-bas, j'ai été vraiment très étonné. Je me suis dit, par rapport à notre piment d'Espelette, il n'y a pas que nous, dans notre coin, qui faisons des choses voilà, qui soient sympathiques pour pouvoir le remettre au bout du jour. Et puis j'étais vraiment très étonné par ça. Et c'était énorme, quoi. Cette salle-là, je ne sais pas combien il y avait de producteurs, c'était immense, quoi. Donc moi, personnellement, j'ai passé pas mal de temps là-dedans, parce que je trouvais ça vraiment... J'étais très curieux, parce que j'adore la cuisine aussi, puis de voir tous ces produits, et puis de voir les gens qui pouvaient vous en parler directement, vous leur posiez les questions, c'était eux-mêmes les producteurs ou les transformateurs de poissons, c'était eux-mêmes, c'est eux qui le faisaient, voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est ce qui m'a surtout marqué là-bas. La diversité.
Et produits, la diversité des produits. oui, la diversité de tous ces produits-là. Alors moi, je me pose un petit peu la question maintenant par rapport à tout ça, tout ce que j'ai vu là-bas, comment on peut le faire connaître, comment Slow Food peut le faire. Moi j'ai eu la chance d'hier donc de le voir, mais les gens qui n'y ont pas été, qui n'iront peut-être jamais, comme ça, comment peuvent-ils avoir accès à tous ces produits que nous avons vus là-bas? C'est une question que je me pose. J'ai pas la... Non, nous non plus d'ailleurs. Voilà. Voilà. Ouais. Bien.